Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information qui reçoit ce soir comme l'invité de dimanche, M. Manouna Barahamidou. Il est le président de l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement, une ONG donc qui s'occupe de la promotion et de la défense des droits des migrants. Avec le président de l'ONG JIMED, nous allons revenir sur cette vidéo qui a fait le tour du monde et c'est relative à la situation des migrants en Libye. Le temps de débuter cet entretien, cette note de nécrologie, nous venons à l'instant de l'apprendre, le décès à Paris de M. Moumouni Moussa Jarmakoy. Il est le président du CESOC. Il est également président de l'ANDP Zamalahia. L'information nous provient du CESOC. Moussa Moumouni Jarmakoy, paix à son âme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Cette brève également interpellée depuis le jeudi dernier par la police judiciaire. Issa Kanga, membre du Sanaï, est accusé d'avoir transporté des gens à la manifestation du 29 octobre dernier. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Les artisans du château 1 ont procédé ce matin à une séance de salubrité qui a été rehaussée par la présence du gouverneur de la région de Niamey. Le reportage est de Ismaël Oumouni. Dégager les tonnes de sable qui constituent un obstacle à la fluidité du trafic routier sur le goudron Château 1, mais aussi rendre leur environnement commercial salubre au lieu de cette séance de salubrité initiée par les artisans du Château 1 à travers leur coopérative. La vie que là où on est là, vraiment il faut avoir une initiation pour améliorer la vie des gens ici là. Parce que quand on est dans les déchets, nous vendons des produits. Donc les clients qui vont venir nous visiter là, s'ils voient que l'endroit il est sale, ils ne vont pas avoir le courage de s'arrêter. Et donc nous faisons ça aussi pour contribuer à construire notre pays. Niamey, là, il faut que ça soit vraiment Niamey, Yala, comme ils disent les Germains. Donc, les petits surplus qu'on va amener, c'est ça qu'on est en train de faire. Même si c'est un peu, on va essayer de venir pour appuyer l'État à construire le Niger. Un jour, on va cibler un autre endroit aussi pour faire une demande pour qu'on puisse venir assainir aussi. C'est notre contribution, c'est la coopérative des artisans du Château 1. Là, je remercie vivement tous les gens qui sont engagés dans cette lutte. Et je remercie la présence aussi du gouverneur qui est venu même prendre les pelles pour aussi amener sa contribution. De passage, le gouverneur de la région de Niamey a tenu à mettre la main à la pâte à travers ses coups de brosse et n'a pas manqué de saluer cette initiative des artisans. C'est une initiative louable que nous avons trouvée ce matin. Une initiative donc prise par la coopérative des artisans Château 1, ce qui est vraiment une action citoyenne très salutaire. Et j'encourage les autres coopératives et autres citoyens à emboîter le pas à cette coopérative. Parce que ce genre de travail, c'est ce que nous sommes en train de demander à tous les citoyens, à tous les citadins de Niamey particulièrement. Et à chaque fois, nous lançons des appels à l'endroit de ces populations-là pour que la propriété soit de mise, pour que la propriété soit notre comportement quotidien, pour que notre ville soit une ville vraiment saine, une ville où il fait bon vivre. La capitale Niamey peut être belle et bien propre si la population s'y met. Mais seulement, l'exemple doit venir des autorités. Comme le dit un adage, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le palais du 29 juillet hier a abrité l'an 10 du groupe de presse Canal 3 Niger qui a donc célébré hier, qui a soufflé hier sur ses 10 bougies. Plusieurs artistes se sont produits et des agents de la boîte ont reçu également des témoignages. C'était en présence de nos reporters Abdurazak Hamidou et Halidou Brema.
C'est dans une ambiance des grands jours que s'est tenue cette fête d'anniversaire pour les 10 ans du groupe de presse Canal 3. Une fête pour remercier les téléspectateurs pour leur soutien qu'ils leur ont encore apporté en cette superbe occasion. 10 ans, c'est pas facile. Ça a été un parcours de combattant. Comme pour reconnaître aux téléspectateurs, aux auditeurs, donc après les 10 ans, nous avons dit qu'il faut s'arrêter, faire le point et leur reconnaître quand même que c'est grâce à eux que nous existons et leur dire merci. Ce que vous voyez n'a été possible que par la bonne détermination de l'équipe de Canal 3. C'est vraiment une fierté pour moi. Fierté, j'ai témoigné à l'arrivée de Canal 3 et aujourd'hui 10 ans, c'est vraiment une grande fierté. Vraiment, c'est à nous de remercier Canal 3 parce que pour ce qu'elle est en train de faire pour nous pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, on est fiers de venir vraiment agrémenter ce que Canal 3 est en train de faire aujourd'hui. Dans l'ensemble, en fait, ça s'est bien passé. C'est un événement qui a été longuement préparé. Je remercie beaucoup l'équipe Canal 3 qui nous a vraiment donné tous les outils qu'il faut pour mener à bien ce concert-là. Le regard est désormais tourné vers l'avenir. Nous avons beaucoup de perspectives. Déjà, après 10 ans, nous sommes arrivés à créer un bouquet. Et nous émettons sur le satellite via C-Africa. Et dans les prochaines années, nous comptons grandir plus. C'était aussi l'occasion pour ce groupe de presse d'honorer ses agents. 10 ans, ce n'est pas 10 jours, ça n'a pas été facile. C'est vraiment une tâche lourde qui nous a été confiée. Et par la grâce de Dieu, et par le soutien des uns et des autres, et les encouragements aussi de la famille et des amis aussi. Voilà, et on a pu relever le défi. Donc, on est extrêmement fiers, agréablement surpris qu'au bout de 10 années de sacrifice, que cela finalement nous soit reconnu. Et il n'y a pas meilleur sentiment que ce sentiment de satisfaction, de savoir qu'au moins ce sacrifice-là n'a pas été vain. Ainsi, tout est bien qui finit bien. Joyeux anniversaire à la télé tout simplement. Avant, l'invité du journal retenait qu'en sport, le champion du monde de taekwondo Abdelrazak Issouf Alfaga a remporté hier à Paris le tournoi international de taekwondo Open de Paris. Les images. Le mois de novembre 2017 a été doré pour le champion du monde Issoufou Abdelrazak. En effet, le taekwondoïste nigérien a décroché 2 médailles d'or successivement à l'Open de Croatie et hier samedi au tournoi international de Paris. Il s'agit là de 2 grands rendez-vous du taekwondo réservés pour les meilleurs combattants du monde. À Paris, en France, Alfaga a encore démontré qu'il est sur le toit du monde dans sa catégorie. Grâce à cet exploit de ce digne fils du pays, la Nigérienne a retenti et le drapeau nigérien a flotté à Paris. Alfaga, encore merci et bonne chance pour la prochaine sortie prévue en décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et nous en venons à l'invité de chaque dimanche. Ce soir, je l'annonçais au début de cette édition, nous recevons M. Manouna Barahamidou. Il est le président de l'ONG JIMED. JIMED, c'est Jeunesse, Enfance, Migration et Développement. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est l'actualité. On va échanger avec vous sur cette vidéo qui a fait le tour du monde. C'est la situation des migrants africains en Libye. On a vu que des migrants qui ont été maltraités, traités de tous les maux. On a vu la vente aux enchères quand même de l'être humain en ce 21e siècle. C'est quand même un acte qui a été condamné de partout le monde. Alors, au niveau de l'ONG JIMED, vous avez vu cette situation et vous étiez quand même l'une des premières structures à réagir à travers un communiqué de presse. Quelle a été votre réaction juste après cette situation ? Je vous remercie pour cette occasion pour parler de ce problème qui est choquant. Nous avons suivi avec tout le monde ce qui a été diffusé par la chaîne CNN sur ce que vivent les migrants en Libye. Cette situation interpelle toutes les parties prenantes, si vous voulez, sur cette question de la migration, même si
ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons, à plusieurs occasions, dans le cadre des activités que nous avons menées en tant qu'organisation de promotion et de défense des droits des migrants, rappelé la situation chaotique, si vous voulez, et révoltante que vivent les migrants, en particulier subsahariens, en Libye, dernièrement également en Algérie, où on parlait de la chasse à l'homme noir, avec les rapatriements forcés des migrants qui a été fait. Et donc cette situation interpelle les consciences, je pense qu'en particulier des Africains. Si on parle d'une situation d'esclavagisme, nous devrons être les premiers. De par l'histoire, quand même, l'Afrique noire a connu cette traite négrière qui est un mauvais souvenir. Et de ce fait, nous devrons être fermes là-dessus. C'est une situation qu'il faut dénoncer selon la gravité de la situation. J'allais dire, cette situation est inhumaine et une violation grave des textes internationaux et tout ce que vous savez en termes de droits humains, parce que d'abord il faut savoir que la liberté d'aller et venir est un droit fondamental de l'homme, mais même lorsqu'on se retrouve dans cette situation d'immigration, on devrait se voir respecter tous les droits qui sont garantis par les textes à la matière. Et donc c'est fait, s'il s'avère vrai, parce que je vois déjà certains remettre en cause la vidéo, qu'à cela ne tienne, notre objectif est de défendre les migrants. Et donc la situation, qu'elle soit la vidéo, qu'elle soit d'aujourd'hui ou de quelque temps que ce soit, est à dénoncer par toutes les organisations de défense des droits humains. Et nous devrons aller jusqu'au bout pour que les personnes qui sont derrière ces pratiques soient vraiment devant leurs responsabilités et répondent de leurs actes par rapport à cette situation. Oui, Monsieur le Président, on a vu cette situation la vidéo là, qui a fait le tour du monde. Est-ce qu'elle n'était pas prévisible, surtout dans un pays comme la Libye où pratiquement il n'y a pas d'État? Vous savez, quand on a vu le Haut Commissariat des Nations Unies condamner certaines politiques qui sont faites par des pays de l'Union européenne, on n'était pas surpris parce que ces mêmes pays étaient dans les manœuvres qui ont conduit à la chute de Kadhafi. C'était le point de départ de l'aggravation, il faut le dire, de la situation des migrants. Même si, même du temps du Kadhafi, les migrants n'étaient pas, si vous voulez, au paradis. Ils avaient beaucoup de problèmes sur lesquels aussi les organisations de défense des droits humains ont interpellé la communauté internationale et le pouvoir libyen. Mais à partir de 2011, avec les conflits, d'abord, les migrants, surtout des peaux noires, étaient accusés d'être mercenaires de Kadhafi et donc déjà ils étaient persécutés. Et par la suite, avec la chute de Kadhafi, les différents groupes ou les différentes factions se servent, si vous voulez, des migrants, soit à travers l'exploitation, soit à travers le travail forcé. Et malheureusement, cela s'est fait sous le regard impuissant des gouvernements et de certaines organisations régionales comme l'Union africaine, qui sont là quand même pour veiller à ce que les droits humains soient respectés, mais aussi à ce qu'il y ait de la stabilité dans tous les pays africains. Et donc il a fallu que ces réactions, d'abord des organisations de la société civile, de certains artistes comme Tiken Fakoly et d'autres artistes, pour qu'on voit les dirigeants parler. Et donc c'était déjà en retard et nous les interpellons quant à leurs responsabilités. Ce sont les ressortissants de l'Afrique subsaharienne qui sont maltraités en Libye. Il y a des Nigériens? Vous n'avez pas investigué? Alors on sait que dans les flux vers la Libye, il y a des Nigériens. Et tout naturellement, puisque le problème concerne les migrants, on ne peut pas a priori dire qu'il n'y a pas de Nigériens. Et donc, ça reste à prouver, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup de Nigériens en Libye, souvent qui n'ont aucune intention de continuer sur l'Europe. On sait que les migrants nigériens partent dans d'autres pays africains pour travailler, etc. Et on se rend compte que ces subsahariens se retrouvent dans cette situation sans que parfois les organisations censées interpeller et puis contribuer à la stabilité en Libye ne puissent jouer leur rôle. Vous savez, tout le problème est là. On a un pays contrôlé de part et d'autre par des factions en conflit, par deux gouvernements, si vous voulez, avec un à Tobrouk qui est celui reconnu par la communauté internationale. Vous avez de l'autre côté le général Haftar qui contrôle, et vous avez de l'autre côté des groupes armés qui aujourd'hui font la loi sur le territoire de ces pays. Et malheureusement, qui est l'interlocuteur en Libye? C'est tout cela le problème. Et je pense que l'Union africaine doit s'impliquer pour
d'abord qu'il y ait un retour de la stabilité en Libye et ensuite tous les autres problèmes pourraient être bien débattus. Oui, Monsieur le Président, en plus de la réaction de l'ONG JIMED, on a vu aussi le gouvernement du Niger qui a réagi à travers un communiqué de presse. On a vu aussi la Commission nationale des droits humains à travers son président qui a tenu à réagir. C'était à l'occasion de l'ouverture officielle du forum des jeunes qu'a organisé Alternative Espace Citoyen. On va écouter donc la réaction du président de la CNDH, professeur Khalid Ikiri. Cette situation est inhumaine, scandaleuse, révoltante et condamnable. En tant que défenseur des droits humains et devant une telle situation inacceptable, j'en appelle aux autorités politiques de la Libye, à celles de la CEDEAO, de l'Union africaine et à la communauté internationale toute entière à prendre des dispositions nécessaires et très urgentes pour mettre fin à une telle abomination qui fait honte au continent africain et à l'humanité tout entière, et que les auteurs et complices de ces crimes soient poursuivis et réprimés conformément aux règles du droit pénal communautaire ou international. Voilà, Monsieur le Président, les réactions, on les voit d'indignation se multiplient et partout. Cette situation, elle est condamnable. Et vous, en tant que défenseur des droits des migrants, jusqu'où vous comptez y aller pour quand même, comme l'a dit tout à l'heure le président de la CNDH, sanctionner les auteurs de ces actes vraiment, on ne peut pas imaginer ça en ces terres. Alors, effectivement, on a vu qu'il y a beaucoup de réactions, en particulier des autorités. On a vu le président de l'Union africaine qui a également réagi, Alpha Condé. Mais ce que nous pensons, c'est qu'il faudrait maintenant aller au-delà des paroles, de la prise de position. Il faudrait poser des actes concrets qui puissent contribuer à l'amélioration de cette situation. Mais le premier défi est vraiment le retour de la stabilité en Libye pour qu'il y ait un gouvernement responsable dans ce pays et qui puisse appliquer les lois et qui peut être interpellé par les instances internationales en cas de violation des droits humains, en particulier pour les cas des migrants. Et donc, face à cette situation, les organisations de la société civile doivent se mobiliser. On a vu déjà que dans certains pays comme en France, il y a eu des manifestations devant l'ambassade de la Libye. Au Niger, on peut s'attendre à ça quand? On peut bien sûr s'attendre à ça. Je pense qu'on a déjà entamé beaucoup d'échanges avec d'autres organisations de la société civile. C'est possible qu'on fasse cela. Mais le problème est que qui est l'ambassadeur de la Libye au Niger? Il a été nommé par qui? Quelle est sa légitimité? Et quand on s'adresse aux autorités libyennes, à quelle de ces autorités on s'adresse? Et donc tout le problème a pour base l'instabilité en Libye. Et tant qu'on n'a pas un interlocuteur, on ne peut pas s'attendre à une grande amélioration. Il faudrait bien sûr qu'on continue à interpeller les grandes organisations et ceux qui coopèrent avec la Libye pour qu'il y ait d'abord une transparence dans leur coopération. Par exemple, que l'Union européenne clarifie avec quel groupe elle travaille, dans quel objectif, parce qu'on sait souvent que les pays européens ont pour objectif de bloquer les Africains pour ne pas atteindre leur quote. Et en cela, si on essaie de poursuivre cet objectif aveuglément, on peut être tenté de coopérer, y compris avec des milices, pour bloquer les migrants, pour les maltraiter, avec souvent pour finalité de décourager ceux qui veulent aller le faire. Et cette approche doit être condamnée par tous les acteurs, y compris les gouvernements. Ils ne sont pas d'accord qu'on utilise ces genres de situations, par exemple, pour décourager les personnes qui sont dans une situation de migration. Et l'Union africaine, j'en viens à elle, a aussi une grande part de responsabilité. On ne doit plus s'attendre à ce que l'ONU, l'Union européenne et d'autres pays viennent résoudre des problèmes en Afrique. Il faudrait que l'Union africaine soit vraiment au devant des choses pour que, quelle que soit la situation et dans quelques pays que ce soit, s'il se trouve que c'est en Afrique, qu'elle prenne ses responsabilités pour jouer le rôle qu'elle devrait jouer pour le retour à la stabilité, pour réunir toutes les couches
toutes les sensibilités politiques dans ce pays pour un retour à la normale. Et à partir de ce moment, on aura, si vous voulez, plus de clarté par rapport à la situation et plus d'orientation pour le combat que nous devrons continuer. Quand il y a un État, un gouvernement légitime, il y a plusieurs instances de contrôle au niveau international, les hauts commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme et d'autres mécanismes de suivi des droits de l'homme qui peuvent interpeller ce gouvernement par rapport aux mesures. Et quand on a également un gouvernement légitime, il doit pouvoir prendre toutes les dispositions pour bloquer ou empêcher les violations des droits humains. Oui, M. Nabara, on a vu que cette vidéo quand même de la CNN, la vente aux enchères et des situations d'esclavage des migrants, que vivent les migrants en Libye, la situation elle est inacceptable et quand même les Africains doivent se dire quelque chose. Cette situation, à l'allure où les choses, il faut que, au-delà de vous autres organisations de la société civile, il faut que, par ailleurs, que nos chefs d'État aussi prennent leurs responsabilités. Exactement, et vous voyez tout à l'heure le président de la Commission nationale des droits humains appeler les autorités. Elles ont un grand rôle à jouer. Elles ont, même à partir de l'exemple du Niger, la constitution du Niger dit quand même que le gouvernement doit défendre les intérêts des Nigériens à l'extérieur et protéger aussi ceux qui sont sur notre territoire. Donc c'est une obligation constitutionnelle. Au-delà de l'appel qu'on a lancé, c'est une obligation constitutionnelle de la part de nos dirigeants et c'est la même chose pour les autres dirigeants parce que la majorité de ces gens, on a déjà dit que c'était les subsahariens. Et donc ce sont les subsahariens qui vivent cette situation. Nos autorités ont un grand rôle à jouer par rapport à leur protection. Mais d'autre part, le problème à la racine, il faut le savoir. Le problème à la racine, c'est le sous-développement, c'est la pauvreté, c'est le chômage qui mine la jeunesse. Et j'avais déjà dit que quand souvent vous interrogez les migrants qui vivent cette situation en Libye, ils vont vous dire qu'ils préfèrent être dans cette situation, qu'ils préfèrent mourir même dans cette situation que de rester dans leur pays et mourir dans une situation, si vous voulez, d'oisiveté ou dans une situation de pauvreté face à leur incapacité de prendre en charge leur famille. Et donc cela devrait interpeller, c'est la première des choses qui devrait, à mon avis, interpeller la conscience de nos dirigeants pour qu'ils pensent à la jeunesse, pour qu'ils aient des politiques qui soient inclusives, pour qu'ils aient des politiques qui soient, si vous voulez, conséquentes, mais d'améliorer également la gouvernance. On peut avoir tous les documents de développement possibles, tous les financements de développement possibles, tant qu'on n'améliore pas la gouvernance, tant qu'on ne lutte pas contre la corruption et tout ce que vous savez comme mots qui minent nos pays en matière de gouvernance, on ne peut pas avancer. Et tant qu'on n'avance pas, on regardera impuissant les Africains prendre la route au risque de leur vie et ça ne fait que nous choquer davantage que ces personnes disent préférer vivre cette situation que dans leur pays d'origine. C'est en cela aussi que les autorités de nos pays doivent avoir honte quand des Africains disent préférer mourir en mer que de rester dans un pays que vous dirigez. Monsieur le Président, pour finir, on va parler toujours de cette situation. L'ONG JIMED a fait un communiqué de presse. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin? C'est fini? Vous n'allez plus parler de cette question? Non, nous ne comptons pas nous arrêter là. Comme je l'ai dit, nous sommes en concertation avec d'autres organisations, d'autres parties prenantes. Ça fait déjà longtemps que nous travaillons sur cette thématique de défense des droits des migrants. On est allé vers les députés nationaux, on est allé vers les médias, on est allé vers les organisations de la société civile pour le premier travail de mobilisation, de sensibilisation sur les enjeux de la thématique et sur les principaux défis et que chacun par la suite, en fonction du rôle qu'il aura à jouer, puisse vraiment les jouer. Nous avons produit beaucoup de documents. Ça, si je vous le montre, c'est un document que nous avons produit bien avant qu'on parle de cette situation, qui parle de tous les risques qu'encourent les migrants et qui parle aussi des opportunités liées à la migration. Et nous essayons de conscientiser les organisations des jeunes, les médias, etc. sur cette thématique pour que chacun puisse comprendre les enjeux de la question, puisse se positionner et qu'il puisse vraiment jouer le rôle qu'il se doit de jouer, tout en continuant aussi de l'autre côté à faire le plaidoyer au niveau des autorités, parce que c'est elles qui sont en premier interpellées face à cette situation qui n'a que trop duré. Votre mot de fin, Président? J'appelle toujours à l'Union africaine en particulier pour s'impliquer pour d'abord le retour de la stabilité à Libye. J'appelle
aux différentes organisations sous-régionales, la CEDEAO, l'Union du Maghreb arabe, IMA, qui est l'organisation sous-régionale au niveau du Maghreb, mais aussi les autres organisations africaines qui ont des ressortissants dans ce pays pour s'impliquer davantage pour une solution à ces problèmes et pour aboutir vraiment à une amélioration de la situation en Libye et du sort des migrants que nous voyons qui vivent quand même tout le temps des difficultés en termes d'accès à leurs droits humains fondamentaux, et qu'on reconnaisse qu'à l'intérieur de l'Afrique, nous essayons de promouvoir l'intégration, et en principe la circulation des Africains sur le territoire africain ne devrait pas poser de problème. Les pays africains doivent s'ouvrir entre eux, et je pense qu'on va beaucoup réduire ces drames et ces problèmes-là, en particulier dans le désert que l'on connaît, quand on va s'ouvrir sur nous-mêmes, quand un Africain sera libre de circuler sur le territoire africain. Et peut-être, puisqu'il faudrait aller pas à pas, aller vers une libre circulation à l'échelle mondiale. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, les Africains ont besoin de visas pour se rendre dans 55% des pays africains. Et donc, plus de la moitié des pays africains ne favorisent pas la circulation des Africains. Ce qui est dommage parce que tous ces départs-là... Déjà là-bas, même dans le continent, il y a un torse. Voilà. Et au-delà de tout ce qu'on nous montre à travers les médias, c'est que 80% de la migration au départ de l'Afrique, c'est pour aller vers un autre pays africain. C'est donc quelques moins de 20% des personnes qui se dirigent vers l'Europe, et c'est eux qui périssent dans les conditions qui nous sont régulièrement montrées par les médias. Et donc, on doit aller dans le sens d'abord de nous ouvrir à nous-mêmes, d'offrir la possibilité à l'Africain de circuler en Afrique partout où il peut y avoir d'opportunités, d'améliorer les conditions en amont à travers la bonne gouvernance et des politiques de développement adaptées qui répondent aux aspirations des jeunes. Je pense qu'en cela, on peut apporter une grande contribution. Voilà, merci bien monsieur Manouna Bara Hamidou. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG JIMED qui s'est prononcé sur cette situation des migrants en Libye, où une chaîne internationale a produit une vidéo rapportant des situations de vente aux enchères et des situations d'esclavage que vivent les migrants. Merci monsieur le président et bonne chance. Merci beaucoup. Et c'est sur ce que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision La Bari. Bon début de semaine à tous, bonsoir.